Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité. Ce lundi 1er mars, la Vendée et plus particulièrement la commune de La Faute-sur-Mer ont rendu hommage ce dimanche aux 29 victimes de la tempête Xynthia en février 2010. Une cérémonie en petit comité en raison de la crise sanitaire avec seulement quelques élus et quelques familles de victimes autorisées à déposer une gerbe. 11 ans après le drame et malgré le contexte, l'émotion était toujours présente devant la stèle commémorative. On s'en souvient tous les jours quand on travaille justement pour la résilience à La Faute-sur-Mer et pour imaginer une autre vie sur notre territoire. On a aujourd'hui justement cette conscience de la sécurité, du besoin de sécurité, du savoir-vivre dans des territoires qui peuvent être inondés. Il ne faut pas oublier, on doit cultiver cette mémoire et il faut surtout que ceux qui restent n'oublient jamais. Il y a une prise de conscience qui s'est traduite par des plans de prévention des risques d'inondation, des risques naturels, des mesures au niveau de l'habitat pour que les gens qui sont en zone rouge, donc en zone dangereuse, puissent faire des étages, des zones de survie. Localement, à La Faute-sur-Mer, effectivement, tout a été pris en compte avec des systèmes d'alerte. Par contre, on peut estimer que dans divers endroits de France, les intérêts économiques sont encore prioritaires et la prise de conscience n'est pas encore tout à fait généralisée. En bref, dans le reste de l'actualité, visite ministérielle ce lundi en Vendée. Olivier Dussopt, le ministre délégué au compte public, est en déplacement ce matin à Fontenay-le-Comte. Vous le voyez sur ces images, il a visité un service des finances publiques délocalisé depuis Paris. Il se rendra ensuite au sein de l'entreprise Quentin de Lachaise-le-Vicomte. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir plus en détail sur cette visite dans notre édition de 18h. Au chapitre santé, à présent l'épidémie de Covid-19. En pleine période de vacances scolaires en Vendée, une campagne de dépistage s'est tenue ce samedi au Sables-d'Olonne, au centre des congrès des Atlantes. Une opération pour évaluer la circulation du virus et notamment des variants, alors que la ville des Sables fait face à un afflux de touristes en raison de la météo et des dernières arrivées du Vendée Globe. On voudrait bien finir avec tout ça et on est convaincu qu'en prenant des précautions puis en faisant les tests, c'est comme ça qu'on y arrivera. Nous, habitants des Sables, on a un petit peu peur avec cet afflux de monde, mais bon, ça a l'air de bien se passer, les gens cohabitent bien et je pense que il y a une prise de conscience des gens assez importante. C'est sûr qu'étant résident des Sables-d'Olonne, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc un peu plus pour moi, je me sens un peu plus sensibilisée, donc je fais l'effort d'être encore plus vigilante et je me dis je viens me faire dépister. Et puis à noter qu'une campagne similaire est organisée demain et mercredi à Noirmoutier. Des tests seront effectués de 9h à 17h à la salle Saint-Langan de l'Épine. Et puisque l'on parle de cette épidémie, il y a un an, le 28 février 2020, l'ARS confirmait la présence d'un premier cas positif dans la région. Depuis, la France et les Vendéens ont dû apprendre à vivre avec le virus et les restrictions qui ont suivi. Un contexte qui a particulièrement affecté les étudiants. Nombreux d'entre eux se sentent oubliés par le gouvernement et d'autres font face à des entreprises qui hésitent de plus en plus avant de les recruter. Exemple avec deux jeunes Vendéens qu'Alexia Janet a rencontrés. Avoir 20 ans en 2021, c'est loin de faire rêver. Emma est étudiante en LEA à La Roche-sur-Yon. Elle parle aujourd'hui de conditions difficiles, que ce soit pour suivre ses études ou dans son quotidien. Au niveau des interactions sociales, il n'y en a pas beaucoup. À part les caissières quand on va faire les courses, mais c'est tout, quoi. On est coincé en fait, c'est insupportable. On peut rien faire et faut juste attendre en fait. Attendre qu'on nous donne des consignes qui n'ont plus ou moins de sens. Et c'est vraiment long et pesant. Une jeunesse difficile à vivre pleinement à cause d'un manque de liberté et de liens sociaux, mais aussi, selon elle, d'un manque de reconnaissance de la part du gouvernement. J'ai l'impression qu'on est un peu mis de côté, enfin, on est vraiment une catégorie on verra en fait. À chaque fois qu'il y a des nouvelles annonces, les crèches, les collèges, les lycées, etc., ça va être comme ça, pour le télétravail, ça va être comme ça, pour les EHPAD, comme ça. Et nous, à chaque fois, on est là, on attend. Et on attend qu'on nous donne un signe de vie. Oui, au fait, les facs, débrouillez-vous. Du coup, nous, on a des annonces qui sont faites bien en retard. Et c'est hyper handicapant. Une situation qui laisse de nombreux jeunes inquiets face à l'avenir qui les attend.
Olivier, lui, est diplômé d'un BTS dans le commerce du textile. Il a débuté en septembre une licence en alternance dans le domaine des assurances, sauf que le deuxième confinement est passé par là et a modifié ses projets d'études. J'ai dû arrêter mon alternance 2 jours avant le deuxième confinement du mois d'octobre. Et donc à la suite de ça, je suis revenu sur mon expérience du commerce en vente textile. Et il se trouve que j'ai perdu mon emploi il y a 2 semaines de par la crise sanitaire. Et l'envie, comme je vous l'ai dit, de continuer mon alternance en septembre, c'était de viser un bac+3, pouvoir encore avoir une expérience en entreprise. Et tout ça a été beaucoup moins possible avec le Covid. Donc je me suis résigné à me lancer beaucoup plus tôt sur le marché du travail. Aujourd'hui, il essaye de retrouver un emploi, pas toujours évident de se faire embaucher en cette période. Pour lui, le plus difficile dans cette histoire, une incertitude, on ne sait pas si demain on aura plus de liberté, moins de liberté, et un peu une lassitude de tout ça et une envie de mieux, voire de retour à la vie normale. Le mal-être des jeunes se fait aujourd'hui de plus en plus ressentir. Malgré tout, Emma et Olivier se veulent confiants quant à l'avenir qui les attend, car c'est notamment sur leurs épaules que se construira le monde de demain. On passe au sport avec le Vendée Globe. Alexia Barrier, 24e de cette 9e édition. Elle est arrivée au sable hier matin aux alentours de 7h30 après 111 jours, 17h et 3 minutes en mer. Elle a ensuite directement remonté le chenal où de nombreux passionnés de voile étaient venus l'accueillir sur le plus vieux bateau de la flotte et avec de fortes douleurs au dos depuis environ 2 semaines. La navigatrice s'est accrochée pour terminer son premier Vendée Globe. Écoutez ses premiers mots à son arrivée au ponton. C'est passé plein de choses, mais comme pour d'autres skippers, j'ai eu des grosses frayeurs, des gros moments de joie, des grands moments de bonheur, et puis une aventure fantastique et qui pour sûr restera gravée en moi pour toujours et me donne très envie de revenir dans 4 ans avec un bateau plus rapide évidemment, mais c'était fantastique, absolument fantastique. Ce bateau il est incroyable. Il a fait combien, Catherine? 7 tours du monde. 5 Vendée Globe, voilà, ça se passe de commentaires, c'est une légende, merci le pingouin. Je vais me baisser, lui faire un bisou, même si ça fait mal au dos. Merci mon bateau. Et il ne reste désormais plus qu'un seul skipper encore en mer, le Finlandais Ari Uusela. Selon les dernières estimations de la direction de course, il devrait revenir au sable ce week-end. Il se situe actuellement au large de l'Espagne avec environ 700 000 encore à parcourir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.